Acte 4, partie 2, section 5, du sujet. 1. Il existe une volonté. En tant que, dans le monde, il existe une intelligence, il suit de cela que le monde ne se meut pas aveuglément vers rien en suivant le fil de sa propre effectivité. Autrement dit, le monde cherche à tendre vers quelque chose, c'est cela que nous nommons volonté ou intentionnalité. Dit autrement, en tant que l'effectivité du monde témoigne d'une raison, ces raisons témoignent nécessairement d'une intention, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, d'une volonté. La réalité de la volonté est difficile à comprendre pour nos esprits infirmes, mais nous pouvons la comprendre pour l'heure comme étant ce qui, dans une action, témoigne d'une intention, c'est-à-dire d'un certain but vers lequel tend l'action. Autrement dit, une volonté est une intention, et une intention se reconnaît comme une action qui témoigne d'une fin qu'elle vise, et donc qui déploie les efforts pour parvenir à cette fin. En un mot, c'est une fonction. En clair, que la volonté soit absolument libre ou que l'objet soit entièrement déterminé dans tout ce qu'il fait, cela revient au même. Un objet témoigne toujours d'une intention, d'un but, d'une fin, d'une direction vers laquelle son inertie tend et, dans certains cas, qu'il cherche à atteindre. C'est cela que nous nommons volonté. 2. Un sujet est un objet qui exprime des intentions. En tant qu'il existe une volonté, nous nommons sujet un objet en tant que l'on comprend celui-ci en fonction de ses intentions. Ainsi, quand nous parlons de sujet, nous parlons d'un objet dont le mouvement témoigne d'une intention. En tant qu'un sujet est un objet, il suit de cela que le sujet est dans le monde. Il suit également de cela qu'il ne peut y avoir de sujet sans un monde pour le créer et le contenir. Le monde n'est donc ni le sujet, ni dans le sujet. En outre, l'intention d'un sujet est déterminée par l'inertie de sa nature propre. Ainsi donc, du seul fait qu'il existe, il est nécessairement contraint à l'effectivité et à suivre une certaine inertie. En un mot, un sujet ne peut ni ne pas faire, ni ne pas vouloir. 3. Un sujet est un objet qui possède une idée. Un sujet est toujours un objet en tant que celui-ci a une idée du monde. Autrement dit, nous disons qu'un objet est un sujet quand cet objet a la capacité de se représenter le monde sous une certaine image. Autrement dit, en tant que sitôt qu'un sujet est affecté d'une chose, il s'ensuit une idée de cette chose dans le sujet, sentir, c'est nécessairement se représenter ce que l'on sent. Il est impensable qu'un sujet puisse avoir l'affection de quelque chose sans en avoir, d'une manière ou d'une autre, une certaine idée. La représentation qu'il en aura sera donc l'indicateur infaillible qui permettra de savoir qu'un objet est un sujet. Plus précisément, que le monde existe n'implique pas qu'il soit visible. Autrement dit, qu'un sujet puisse en avoir des représentations. Ainsi, le monde n'est visible que s'il existe un sujet pour se le représenter, non pas en tant que le monde est créé par le sujet, mais en tant que, sans le sujet, le monde existerait, mais ne serait visible par rien. Il ne pourrait y avoir aucune idée pour le représenter. Ainsi, tout ce qui existe peut être dit existant, en tant qu'il est figuré par les sujets du monde. Il n'y a donc de représentation que pour et par un sujet. En outre, le sujet étant contenu dans le monde et la représentation du monde n'étant possible que par un sujet, alors si le monde est nié également le sujet et, par conséquent, la représentation du monde de ce sujet. Ainsi, s'il n'y a pas de monde, il n'y a ni sujet ni représentation. De plus, en tant qu'il n'y a d'idée que par et pour un sujet, l'existence de l'idée implique nécessairement celle du sujet. En un mot, il suit de tout ce qui précède que l'intention et la représentation sont les deux indicateurs qui permettent de dire d'un objet qu'il est un sujet. 4. Le subjectif est ce qui se rapporte à la condition d'un sujet. En tant que le mot de subjectivité exprime ce qui se rapporte à la condition singulière d'un sujet, nous redisons ici que ce qui est subjectif est ce qui se rapporte à la condition d'un sujet. Ainsi, une idée, une sensation, une intuition, tout cela a rapport à la condition d'un sujet. C'est pourquoi nous disons que tout cela est subjectif. Mais comme, en outre, le subjectif existe, il doit nécessairement s'exprimer objectivement. Autrement dit, en tant que tout ce qui existe est concret et étendu, dire de quelque chose qu'elle est subjective et abstraite ne veut aucunement dire qu'elle n'existe pas, mais bien qu'elle renvoie à la condition d'un sujet qui doit trouver sa raison dans un ordre objectif. Dit encore autrement, une expérience subjective est une modalité d'une essence objective. Par exemple, une partie d'échecs est unique à toutes les autres, mais cela ne veut pas dire que cette partie invente les règles ni qu'aucune autre partie n'a de rapport avec elle. C'est pourquoi le subjectif porte toujours en lui quelque chose de l'objectif. En un mot, nous pouvons dire que ce qui est subjectif, c'est ce qui est objectif chez un sujet. 5. Il existe une science des conditions subjectives. En tant que tout ce qui existe est objectif,
et qu'il n'y a rien dans le monde qui lui soit étranger, il suit de cela que la subjectivité n'exprime pas ce qui serait hors monde, ou, ce qui revient au même, ce qui se trouverait en dehors de toute objectivité, mais uniquement ce qui est objectif dans le sujet, c'est-à-dire ce qui se rapporte à une partie de l'existence et non à l'ensemble de ce qu'elle est. Autrement dit, il y a une objectivité de la subjectivité. Et c'est la science de la subjectivité qui permettra de connaître les déterminations propres à la subjectivité comme, par exemple, le goût, la pensée, l'intention, l'impression, etc. De plus, le fait que différents sujets aient, à peu de choses près, les mêmes impressions des mêmes phénomènes, est la preuve que ces sujets ont sensiblement les mêmes conditions subjectives. De cela, il suit que les sujets ont sensiblement les mêmes conditions. Et c'est grâce à ces conditions communes, dont leurs personnes sont des modalités singulières, qu'ils parviennent à se comprendre. En clair, si chaque sujet était la mesure de son propre corps, aucun ne pourrait comprendre la mesure de l'autre. Deux sujets ne peuvent se comprendre que par le partage d'une mesure commune qui dépasse la mesure de chacun et qui en est comme l'extension. Citation. Si les hommes, Calliclès, n'étaient pas sujets aux mêmes passions, ceux-ci d'une façon, ceux-là d'une autre, et que chacun de nous eût sa passion propre, sans rapport avec celle des autres, il ne serait pas facile de faire connaître à autrui ce qu'on éprouve soi-même. Platon, Gorgias. Remarque. Comme le commun oppose objectif et subjectif, il croit impossible une objectivité du subjectif. C'est pourquoi il a expatrié le subjectif en dehors de l'objectif pour le confiner dans une sphère métaphysique à jamais hors de portée de toute science. Chaque phénomène produirait ainsi chez deux sujets distincts deux impressions radicalement différentes. Il y aurait alors plus de distance entre deux individus dans une même pièce qu'entre deux galaxies et, plus encore, qu'entre deux univers, car chaque individu serait un système unique, propre à lui et radicalement différent de tous les autres. Et ce ne serait que par un hasard miraculeux et constamment renouvelé qu'il pourrait y avoir des expériences subjectives communes ou sensiblement identiques. Comme le commun exile l'impression sensible du discours rationnel, cela le conduit à une sacralisation de l'impression sensible. La sensation et, en général, tout ce qui est subjectif, serait une sorte de temple hors de toute raison. Le droit à la subjectivité a remplacé l'objectivité de la science. C'est la raison pour laquelle toute science du subjectif prend toujours la forme d'une description furieuse et délirante du ressenti personnel et qui l'érige en loi absolue de la valeur des phénomènes. Mais comme les sensations changent toujours, la mesure de leur jugement est aussi changeante que leur nature, et cette science n'est rien sinon de la mauvaise poésie par laquelle il faut se laisser bercer sans rien y comprendre. Ainsi, le commun a tendance à distinguer les êtres dénués de conscience et ceux qui en sont dotés d'une façon que l'on ignore et qui auraient, par elle, un pouvoir de volonté presque magique et démiurge, entièrement détaché de tout le reste de la nature. Il nous paraît impossible que la nature puisse produire une chose qui lui est différente en tout point. Si la conscience existe, si la volonté existe, elles doivent toutes deux exprimer leur raison au travers des lois du monde. Par conséquent, à proprement parler, il n'y a rien de purement subjectif, ni de subjectivement privé. Seule la science des conditions subjectives peut nous apprendre ce que cela fait de ressentir chez un autre sujet. C'est pourquoi une science des conditions subjectives est nécessaire afin de comprendre les effets qu'un objet a sur elle, comme on doit connaître l'essence des échecs pour en comprendre les variantes. Mais l'esprit contemporain est trop étroit pour comprendre une telle science. Elle est pourtant fort simple, en principe. En un mot, dire qu'un sujet a une expérience subjective ne veut aucunement dire qu'il est libre de choisir quel effet cela lui fait. Nier cette science de la subjectivité, c'est ne jamais pouvoir expliquer la concordance des impressions de deux sujets que par un concours de circonstances improbables et la régularité de cette concordance comme la répétition d'un miracle. 6. Le sujet est constitué de parties qui ont leur fonction propre. Un sujet n'est pas un objet simple, mais un composé de différentes parties. Mais comme, en outre, un objet possède une fonction propre, il s'ensuit qu'il y a, au sein d'un même sujet, différentes parties dotées de leur fonction propre. Autrement dit, le sujet possède par nature à la fois une naissance dont il suit l'inertie, ainsi qu'une série de fonctions naturelles dont le mécanisme fonctionne indépendamment de la conscience du sujet et qui garantit la survie de celui-ci. Nous disons indépendant de sa conscience, car si le sujet devait attendre le développement de sa pleine et complète raison afin que celle-ci lui donne, en conscience, les moyens de pourvoir à sa survie, jamais il ne pourrait atteindre l'âge de la raison. Si c'était l'apprentissage qui était à l'origine de toutes les idées, le corps d'un sujet ne pourrait jamais parvenir à se maintenir assez longtemps pour comprendre les idées nécessaires à sa survie. Il s'ensuit donc que le corps d'un sujet n'est pas une feuille vierge, de même que l'esprit n'est pas une table rase ou un tableau vide. Le sujet naît avec ce que, auparavant, on appelait des idées innées. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt de fonctions propres.
Le corps naît donc avec un savoir. Cependant, nous disons malgré tout que ce savoir est également produit de l'expérience, car toute chose est produite de l'effectivité de l'existence, car tout ce qui existe est toujours un produit sensible. En somme, le corps du sujet se meut inconsciemment, conformément à la fonction propre de ses parties. Ce n'est que bien plus tard que ce sujet peut développer ce que l'on appelle conscience. De cela, il suit également qu'un sujet ne choisit pas ce qu'il est. Il se découvre à lui-même, après coup. Remarque. Nous avons toujours été étonnés de voir qu'un sujet ait à étudier son propre cerveau pour le comprendre, comme si le cerveau ne savait pas lui-même ce qu'il est. Mais si le cerveau fonctionne correctement, c'est forcément qu'il se connaît, ce sans quoi il ne pourrait pas fonctionner. Il faut donc en déduire que le corps se connaît déjà lui-même intégralement et immédiatement. Ce qui ignore, c'est la conscience du sujet. Nous ne savons plus alors trop où nous mettre. Quelle est donc cette conscience qui semble être une anomalie dans le règne naturel et qui, bien que le corps se connaisse entièrement, demeure ignorant de tout ce qu'il est? Il est de notre avis que ce que l'on appelle conscience n'est en réalité qu'une partie d'un ensemble d'une conscience plus grande, car si le fonctionnement de chaque partie était confiné dans sa partie qui lui est réservée, jamais le corps ne pourrait fonctionner. Le fonctionnement du corps atteste d'une harmonie de toutes ses parties, ce sans quoi le corps serait en crise d'épilepsie constante. C'est pourquoi nous disons que le corps se connaît nécessairement entièrement et immédiatement. Et c'est également pourquoi la connaissance du corps pour un sujet est, d'une certaine manière, une façon de se ressouvenir. 7. Un sujet a une capacité limitée de modalité d'existence. En tant qu'un objet singulier est nécessairement imparfait, il suit de cela qu'un sujet ne peut qu'avoir une capacité limitée de modalité d'existence. Autrement dit, il ne peut pas être tout à la fois. Nous pouvons illustrer cette capacité limitée par ce que saint Augustin appelait capax dei, et par ce que Malebranche exprimait à peu près de la même manière. En clair, l'idée est qu'un sujet fini trouve la connaissance dans la vision de l'être parfait. Mais celui-ci étant infini, tandis que le sujet est fini, il ne peut le connaître en totalité, mais seulement recevoir une partie de ses perfections. Nous disons, nous, que le sujet tire toutes ses perfections de l'être parfait, l'essence du monde, mais que celui-ci étant nécessairement général et qu'un sujet est nécessairement singulier, un sujet ne peut jamais être absolument parfait et ne peut donc avoir qu'une capacité limitée de perfection. En somme, la perfection n'est pas possible pour un sujet car, ce qu'il gagne d'un côté, il le perd de l'autre. Aucun gain ne se fait sans perte, et toute la question de la perfection pour un sujet consiste à se demander ce qu'il est prêt à perdre contre ce qu'il désire gagner. 8. Un phénomène ne se présente pas de la même manière selon les conditions subjectives. En tant que, d'un même phénomène, il peut s'ensuivre différentes représentations, il suit de cela qu'un même phénomène se présente de manière différente selon les conditions subjectives. Autrement dit, un même phénomène va se présenter de manière différente selon la condition propre au sujet. Par exemple, pour reprendre la peste de Camus, il y a la peste pour Rieux, une interminable défaite, et la peste pour Rambert, une source d'opportunité. Du fait qu'un phénomène ne se présente pas de la même manière selon le sujet, il suit de là que les sujets ont des représentations différentes des mêmes phénomènes. 9. Les conditions subjectives déterminent la manière dont un sujet se représente un objet. En tant que les concepts d'un sujet déterminent ses représentations, les conditions subjectives déterminent les représentations d'un sujet. Autrement dit, une représentation est nécessairement le produit d'une condition singulière qui intuitionne un phénomène par sa sensibilité et qui l'exprime selon la manière dont l'entendement de ce sujet le conceptualise. Dit encore autrement, tout ce qu'un sujet sent et pense est produit de ces conditions subjectives. Il n'est donc pas dans la puissance d'un sujet de se représenter un objet indépendamment de ce qui détermine ses représentations. En un mot, un sujet ne peut pas se représenter un objet comme il le veut. 10. La condition propre d'un sujet détermine ses représentations. En tant qu'un sujet est nécessairement imparfait, celui-ci ne peut avoir du monde qu'une idée premièrement inadéquate. En clair, un sujet ne voit le monde que par fragments dont les représentations sont déterminées par les conditions d'existence et subjectives de ce sujet. Et comme, en outre, d'une même chose peut s'ensuivre différentes représentations, que, pour un même objet, il est possible de l'exprimer par une infinité de rapports, que les concepts d'un sujet déterminent ses représentations, et que le subjectif est ce qui se rapporte à la condition d'un sujet, il suit de tout cela que les sujets ne s'accordent que très rarement sur ce qu'ils se représentent. En clair, comme les sujets sont différents et qu'ils n'ont pas le même rapport aux objets, il s'ensuit que les sujets, en fonction de leurs conditions différentes, ne comprennent pas les mêmes objets de la même manière. Voir partie 2, section 6, des affections. Plus précisément, un sujet pense par rapport à ses conditions d'existence et subjectives. Cela est clair. Ainsi, les termes par lesquels il pense le monde sont liés à ses conditions propres.
Aussi, il peine à se représenter ce qui dépasse ces conditions. 11. Le sentiment subjectif d'un sujet ne détermine pas la vérité d'une proposition. En tant que la vérité n'est pas à mesure singulière, qu'elle n'est jamais immédiate, qu'elle est toujours générale, et que la sensibilité d'un sujet n'est pas la mesure adéquate de l'être, il est clair que le sentiment subjectif d'un sujet est insuffisant, à lui seul, à connaître quoi que ce soit. De plus, comme les sensations donnent des impressions différentes, il s'ensuit que les idées produites de ces sensations sont souvent contradictoires. Ainsi, la vérité ne peut être celle du sentiment, car elle existerait autant de vérité qu'il y a de sentiments. Remarque. Il est courant de voir des individus qui, cherchant à prouver leurs idées, se rapportent à eux-mêmes, non pas par l'expérience d'un vécu à l'appui d'une hypothèse, mais par leurs conditions mêmes. Autrement dit, ils se rapportent sans cesse à leurs conditions naturelles pour prouver n'importe lesquelles de leurs idées. En un mot, ils déportent la condition de la vérité dans celle de leur ressenti subjectif. La conséquence de cela est que, peu importe ce qu'ils disent, comme ce qu'ils disent se réfère toujours à eux, tout ce qu'ils disent leur apparaît vrai et parfaitement démontré. L'idée n'est plus vraie parce qu'elle est démontrée, mais parce qu'elle est l'expression d'une condition singulière qui a réduit les conditions de la vérité à ses conditions subjectives. Dit vulgairement, cela est vrai puisque je le dis. Autrement dit, chaque sujet confine la vérité dans sa sphère de sa seule condition. C'est pourquoi l'argument ultime d'une telle position est « il n'est pas de notre condition, il ne peut donc nous comprendre » ou bien « il dit ceci parce qu'il est de cette condition, son idée n'en est que le produit et n'a absolument rien de vrai ». L'opposition n'est donc pas comprise comme une réfutation logique, mais comme une haine naturelle que le contestataire aurait du sujet. Dans une telle position, il n'y a plus d'arguments de raison, il n'y a plus que des arguments dont la validité est déterminée selon la condition du sujet. L'universalisme de la raison laisse sa place au particularisme moral. Chaque sujet s'enfermant dans son propre monde, chacun se coupe entièrement à autrui pour créer une infinité de sectes qui, ne pouvant s'entendre sur rien, sont voués à s'entre-dévorer. C'est pourquoi le modèle de société d'une telle idéologie est toujours foncièrement celle d'un rapport de force. C'est celui qui est le plus fort qui impose sa raison. 12. Tous les sujets peuvent se rejoindre dans la vérité. En tant que le sentiment subjectif d'un sujet ne détermine pas la vérité d'une proposition, il suit de cela que les sujets doivent dépasser la mesure de leur sensibilité pour accéder à la connaissance. Ainsi, les différentes conditions subjectives peuvent se rejoindre dans la connaissance de la vérité. Autrement dit, c'est parce que ce qui détermine la vérité d'une idée est la raison universelle que les sujets peuvent s'entendre. Car le référent n'est plus une condition subjective propre à un sujet, mais une vérité universelle et commune à toutes les conditions. En clair, la vérité n'est pas exclusive à la condition subjective d'un sujet. Celui-ci doit nécessairement dépasser la mesure de sa subjectivité pour s'élever à la connaissance objective. C'est pourquoi tous les sujets peuvent se rejoindre dans la vérité. Toutes les conditions subjectives peuvent donc se rejoindre dans l'unité de la raison universelle. En un mot, l'universalité de la vérité garantit la concordance des conditions subjectives. C'est pourquoi nous avons dit que toutes les représentations tendent vers le même point. Citation. S'il n'y a pas de vérité, il est légitime de penser de telle ou telle manière en tant qu'on se trouve être en fait telle ou telle chose. Comme on a des cheveux noirs, bruns, roux ou blonds, parce qu'on est comme cela, on émet aussi telle et telle pensée. La pensée, comme les cheveux, est alors le produit d'un processus physique d'élimination. Si on reconnaît qu'il y a une vérité, il n'est permis de penser que ce qui est vrai. On pense alors telle chose, non parce qu'on se trouve être en fait français ou catholique ou socialiste, mais parce que la lumière irrésistible de l'évidence oblige à penser ainsi et non autrement. Simone Veil, note sur la suppression des partis politiques. 13. De par son existence, un sujet produit des conditions d'existence subjectives. Du fait de son existence, un sujet produit toujours, au sein du monde, des conditions d'existence supplémentaires. Nous les appelons subjectives, car elles sont le produit du sujet qui, par cela, s'autodétermine. Ces conditions d'existence subjectives sont propres au sujet. Elles sont ce que nous nommons habitus, ou seconde nature, car ces conditions se mettent à agir sur le sujet comme des conditions naturelles. Et bien que ces conditions propres soient déterminées par les conditions d'existence du monde, elles déterminent le sujet en partie d'une façon unique au reste de tous les autres. Citation. On voit qu'il y a, dans tous les phénomènes naturels, des conditions du milieu qui règlent leur manifestation phénoménale. Les conditions de notre milieu cosmique règlent en général les phénomènes minéraux qui se passent à la surface de la Terre. Mais les êtres organisés renferment en eux les conditions particulières de leur manifestation vitale et, à mesure que l'organisme, c'est-à-dire la machine vivante, se perfectionne, ces éléments organisés devenant plus délicats, elles créent les conditions spéciales d'un milieu organique qui s'isole de plus en plus du milieu cosmique. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, chapitre 2,
14. Les conditions subjectives déterminent le sujet qui s'y trouve. En tant que le sujet produit, par son activité, des conditions subjectives qui deviennent pour lui comme une seconde nature, ce que nous nommons habitus consiste pour le sujet en un contexte qui va grandement le déterminer dans tout ce qu'il est. Autrement dit, le sujet évolue dans un contexte ayant des éléments qui sont d'autant d'affects qui viennent le déterminer dans tout ce qu'il est, et dont il porte donc l'empreinte. De plus, bien que le sujet ait l'idée d'éléments extérieurs à son habitus, il n'en est pas suffisamment inscrit pour les considérer autrement qu'à l'aune du contexte dans lequel il est. Cependant, bien qu'il sache pertinemment qu'il y a autre chose en dehors, le sujet conçoit ce contexte comme son univers entier. C'est tout ce qu'il connaît et ce qu'il a toujours connu. Partout où il va, peu importe ce qu'il fait, il y sera renvoyé, comme un miroir qui lui renverrait son reflet. Le sujet ne réalise donc pas ce qu'il y a en dehors. Il sait qu'il s'y trouve temporairement et qu'il y aura une fin, mais il ne réalise pas réellement qu'elle arrivera un jour. Il le sait, mais ne le réalise pas. Et c'est au moment où il en sort que, comme sortant d'un rêve, il réalise enfin dans quoi il était, se questionne sur ce qu'il y a fait et sur ce qu'il s'y est passé. En clair, de par son habitus, le sujet s'enferme dans un ghetto spatial et mental qui, lorsqu'il s'y trouve, le détermine à orienter toutes ses préoccupations sur les moyens pour en tirer profit. 15. Au travers des conditions subjectives, il existe une même condition. En tant que les modalités sont déterminées par l'essence dont elles sont l'expression, et qu'il n'y a rien dans le monde de radicalement différent, il suit de cela que toutes conditions subjectives sont des modalités d'une même condition universelle. Ainsi, toute condition subjective se rapporte à une condition générale qui en détermine l'existence. Si, malgré les époques, malgré la différence de signes, malgré les mœurs et, en général, malgré les différences de conditions extérieures, les hommes parviennent à avoir l'intuition des mêmes idées, c'est qu'il existe une condition commune qui demeure malgré les différentes conditions subjectives. Si les conditions subjectives sont différentes, les idées seront différentes, y compris si elles sont causées par les mêmes objets. Mais si les sujets parviennent à se comprendre malgré leurs différences, c'est qu'il y a quelque chose de commun en eux. En un mot, on ne peut pas comprendre ce qui est radicalement différent. Autrement dit, si deux sujets ont la même condition, non seulement l'un n'est pas radicalement différent de l'autre, mais il se trouve quelque chose dans l'un qui se trouve également dans l'autre. Ainsi, il est possible de connaître quelque chose de l'un à partir de l'autre. Voir partie 4, section 1 de l'autre. De cela, il suit que, si les sujets ont des modalités différentes dont il faut prendre connaissance pour comprendre chaque sujet, il est faux de croire que les sujets n'ont rien de commun. Il faut comprendre ce qu'il y a de singulier chez un sujet pour comprendre ce qu'il y a de général dans le singulier. En outre, qu'un même objet inspire la même idée à des milliers d'esprits différents prouve qu'il y a quelque chose de commun à tous ces esprits qui en garantit le partage. De plus, si les sujets n'étaient pas unis sous des mêmes conditions, cela n'aurait aucun sens de les désigner sous un même nom. Malgré des modalités différentes, les sujets partagent fondamentalement les mêmes conditions. Ainsi, tant que deux sujets partageront les mêmes conditions d'existence, ils auront des choses en commun et des expériences sensiblement identiques. En revanche, si les idées sont le produit de conditions, c'est cette condition commune qui en garantit l'universalité et permet de les communiquer. Autrement, un sujet ne pourrait les comprendre en aucune façon. Si on en doute, il suffit d'aller dans une bibliothèque et de consulter les ouvrages de tout type, de tout temps et de toute langue, et l'on constatera aisément que, même en des temps différents, sous des langues différentes, dans des conditions différentes, les idées restent sensiblement les mêmes, au point d'en trouver, dans la modernité, une actualité frappante. Pourquoi s'embêter à apprendre des idées d'époques révolues? Car quelque chose de ces époques a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est cela qui en fait la pertinence. Les exemples de ce type sont nombreux. Prenons l'exemple de la stratégie militaire. Ce qui fut appelé le système divisionnaire, puis ensuite le corps d'armée, est une organisation tactique visant à diviser une armée en plusieurs groupes plus petits, mais très proches les uns des autres, afin de pouvoir rendre cette armée plus mobile, de ratisser un plus grand large territoire, et de pouvoir assister en masse un des groupes sitôt que celui-ci est en prise avec un ennemi. Ce système, bien que théorisé au XVIIIe siècle, fut utilisé aussi bien par Chnodomar, roi des Alamans, au IVe siècle, par Gengis Khan au XIIIe siècle, par Frédéric II de Prusse, puis par Napoléon Ier au XVIIIe et XIXe siècle. Remarque. Comment expliquer que deux individus, par deux langues, en deux temps différents, expriment d'une autre façon les mêmes idées? De même, comment expliquer que le sujet puisse trouver dans des idées antiques une actualité surprenante? C'est que, si le sujet évolue, ses conditions d'existence ne changent que très peu. Les techniques évoluent bien plus vite que les conditions, tout comme le corps vieillit plus vite que l'esprit.
Et bien que l'on puisse sentir dans ces idées ce qu'elles ont d'ancien et d'obsolète, c'est la raison pour laquelle on est souvent surpris de voir combien ce qu'elles expriment reste encore d'une étonnante modernité. Car seules les techniques ont changé. C'est cet habitus, cette seconde nature qui a changé. Les conditions d'existence, elles, ne changent pas. Fin de la section 5.